Pendant longtemps, j'ai eu du mal à me mettre au travail le matin. Je remettais toujours les tâches les plus importantes au lendemain jusqu'à ce que ça me pose problème. J'ai essayé diverses techniques pour m'en sortir avec plus ou moins de succès, mais au fil du temps, j'ai fini par trouver des clés qui m'ont permis de changer sur la durée. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les 3 choses principales qui m'ont permis de mieux gérer ma tendance à procrastiner. Des méthodes simples mais efficaces que vous pourrez aussi appliquer facilement. La première, c'est d'entraîner votre muscle de la discipline. La deuxième, c'est de devenir le cavalier de votre cerveau. Et la troisième chose, c'est d'éviter le piège du randonneur le plus lent. Donc c'est parti pour le générique. Bienvenue sur Le Tunnel, le podcast pour ceux qui veulent tout quitter pour la liberté. Venez discuter chaque dimanche pour parler business, mindset et philosophie dans la bonne humeur avec un entrepreneur qui vit en Thaïlande. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Tunnel, je suis Tony Rouget du site tonymarketing.fr et aujourd'hui on va parler des 3 choses qui m'aident à éviter de procrastiner. Mais avant de commencer, j'ai créé un document qui résume les meilleures recommandations de cet épisode, des livres qui vont vous rendre plus intelligent en passant par les meilleurs outils. Au conseil d'entrepreneuriat, je vous ai tout mis dans ce document. Pour recevoir ce document gratuitement, cliquez sur le premier lien dans la description. Entrez simplement votre adresse email et je vous envoie ça maintenant. Le lien est dans la description et on attaque le vif du sujet. Donc le premier conseil qui m'aide à éviter de procrastiner, c'est d'entraîner mon muscle de la discipline. En fait, la discipline, c'est une compétence qui peut être développée avec une pratique régulière et délibérée comme un muscle. Par exemple, si vous allez à la salle de sport la première fois, vous essayez de soulever un poids de 10 kg, ça va vous faire mal. Mais si vous vous entraînez chaque jour de pouvoir soulever un poids de 50 kg avec moins de difficulté. Si vous avez fixé des objectifs et que vous ne les avez pas encore atteints, c'est parce que vous n'avez pas encore changé votre comportement. La plupart des gens pensent que pour obtenir un changement, il faut reproduire la même chose encore et encore. Mais la vérité, c'est qu'il faut changer ses routines et sa manière de penser, ses croyances et son comportement. Par exemple, à un moment, mon muscle de l'écriture et de ma discipline pour écrire était très très mou. J'arrivais seulement à écrire 200 ou 300 mots par jour. Parce que j'étais dans une mauvaise phase. Et donc, j'ai décidé de traquer le nombre de mots que j'écris chaque jour en tenant un calendrier d'écriture pour les vidéos avec le nombre de mots que j'écris. Le premier jour, j'étais à 500 mots. Le deuxième jour, j'étais à 700 mots. Le troisième jour, j'étais à 900 mots. Le jour suivant, j'étais à 1200 mots, 1500 mots, et ainsi de suite jusqu'à atteindre 2000 mots. En traînant tous les jours et en mesurant comme ça mes résultats, j'ai pu m'améliorer et atteindre une moyenne où j'arrivais à tenir 1500 à 2000 mots par jour. Premier conseil pour entraîner votre muscle de la discipline, c'est que réussir, ça demande des milliers d'itérations. Des gens qui pensaient que Mozart c'était un génie dès qu'il était né, et on a tendance à penser que certaines personnes sont plus talentueuses ou chanceuses. Mais si on prend Mozart, son papa l'avait déjà fait étudier 3500 heures de musique avant ses 7 ans. Quand j'ai appris la guitare, j'ai travaillé énormément. Il y a des moments où je travaillais jusqu'à 6 heures de guitare par jour. Et au bout de plusieurs années, il y a des gens qui m'ont dit « Mais Tony, t'es vraiment talentueux, moi, t'as de la chance, t'étais prédestiné pour y arriver. » Mais ce que les gens ne voient pas, c'est que derrière, il y a eu énormément de travail, avec des jours et des jours, des semaines, des mois, des années de travail, où j'ai travaillé pendant plus de 10 000 heures. Et c'est comme ça que je suis devenu bon en guitare. Mais il n'y a pas de secret, je n'étais pas meilleur qu'un autre à la base, je n'avais pas de compétences particulières, c'est vraiment le travail et les itérations qui m'ont permis de devenir bon. D'ailleurs, on connaît tous ce vieil adage qui dit « La pratique est le meilleur professeur ». Et c'est scientifiquement prouvé, une des meilleures manières de mémoriser des informations, c'est de les répéter encore et encore. Et dans l'autre sens, la meilleure manière d'empêcher Tony Parker de mettre des paniers, c'est de l'empêcher de jouer au basket pendant 1 mois. D'ailleurs, vous avez peut-être entendu déjà parler de la règle des 10 000 heures qui dit qu'il faut pratiquer pendant 10 000 heures une compétence pour pouvoir devenir un expert. Eh bien, cette règle est un mensonge. Le plus important, ce n'est pas le nombre d'heures passées à faire cette discipline-là, c'est le nombre de répétitions. Par exemple, si j'avais passé 10 000 heures à jouer le même morceau de guitare juste pour me faire kiffer et chanter devant des amis, à la fin, je n'aurais pas répété quelque chose en boucle pour pouvoir vraiment m'améliorer. D'ailleurs, quand on regarde le tableau de la Joconde dans le musée du Louvre, si on zoome très très proche, on peut voir qu'il y a de multiples couches d'esquisses. Il y a plein de faux départs et de modifications majeures qui ont été faites. À la base, il a tracé les grandes lignes, puis il a peint par-dessus et il a refait plein de modifications avant d'arriver à l'étape finale. Tout comme le plafond de la chapelle Sixtine est couvert de centaines de millions de petites touches de pinceau. Comme l'a dit Vladimir Horowitz, le pianiste virtuose qui a continué à se produire jusqu'à ses 80 ans, si je saute l'entraînement pendant 1 journée, je le remarque. Si je saute l'entraînement pendant 2 journées, ma femme le remarque. Si je saute l'entraînement pendant 3 jours, le monde le remarque. Donc le deuxième conseil, c'est de célébrer vos victoires, même les plus petites, pour entretenir votre motivation.
Pour moi, une manière de célébrer mes réussites, c'est que j'ai une to-do list chaque jour avec les 3 éléments les plus importants. Et à la fin de la journée, sur ma to-do list, il y a écrit félicitations avec un emoji fête, vous savez, avec des petites confettis comme ça. Et à la fin de la journée, tous les jours, littéralement, je m'applaudis pour me féliciter d'avoir terminé mes 3 tâches, pour me féliciter et pour m'encourager, pour me dire que c'est bien et que je suis très content d'avoir fait ce que j'ai terminé. Une deuxième manière de célébrer mes victoires, c'est que chaque semaine, chaque dimanche, je peux me faire un petit massage hebdomadaire si j'ai accompli toutes mes tâches de la semaine. Ça me permet de m'encourager et de me motiver à continuer comme ça. Donc le plan d'action pour y parvenir, numéro 1, c'est d'identifier vos victoires quotidiennes. Donc par exemple, chaque soir, prenez 5 minutes pour réfléchir à votre journée et notez au moins 3 choses que vous avez accomplies, aussi petites soient-elles. Par exemple, de terminer une tâche difficile ou d'avoir résisté à la tentation d'aller sur YouTube ou Instagram ou d'avoir pu aider un collègue. Une fois que vous avez identifié vos victoires quotidiennes, eh bien choisissez une façon de célébrer qui est adaptée. Par exemple, pour les petites victoires, vous pouvez opter pour une célébration simple comme vous vous applaudissez. Ça peut sembler ridicule, mais ça fonctionne. Vous pouvez aussi vous faire une petite pause ou prendre le temps de prendre une grande inspiration et de souffler, et ça vous permet de vous remercier intérieurement. Pour les plus grosses victoires, vous pouvez prévoir une récompense qui est plus conséquente, comme moi avec le massage. Vous pouvez vous offrir aussi un bon repas, une sortie, ou vous achetez quelque chose que vous désiriez depuis longtemps. Par exemple, lorsque je mange un burger le dimanche après avoir fait du sport 6 jours sur 7. Le troisième conseil pour entraîner votre muscle de la discipline, c'est de pratiquer de manière délibérée. Alors la pratique délibérée, ce n'est pas quelque chose de fun. Au contraire, c'est le fait de pratiquer de manière intentionnelle jusqu'à réussir quelque chose. Par exemple, les footballeurs brésiliens, ils pratiquaient délibérément le football avec un sport qui s'appelle le futsal. Et il y avait un entraîneur de foot anglais qui se demandait mais comment ça se fait que les footballeurs brésiliens sont si bons. Et donc il a décidé de prendre un billet d'avion et de partir au Brésil pour aller analyser leur jeu. Et il s'est rendu compte d'une chose, c'est que si les Brésiliens sont si forts au football, ce n'est pas un hasard. Ils s'entraînent avec un jeu qui est similaire au football et qui s'appelle le futsal. Le terrain, il est beaucoup plus petit. La balle, elle est 2 fois plus petite et 2 fois plus lourde et ils s'entraînent sur du sable, donc c'est beaucoup plus difficile. Et les joueurs touchent en moyenne 6 fois plus le ballon qu'au football. Donc c'est une manière de pratiquer délibérément le football en prenant une activité qui est beaucoup plus difficile et de la pratiquer de manière intensive jusqu'à devenir extrêmement bon. Ensuite, vous pourrez retourner sur votre activité principale, peut-être le football, et ça sera beaucoup plus facile. Une autre manière de faire de la pratique délibérée, c'est de commencer votre journée par la tâche la plus difficile, et c'est d'avaler la grenouille. Une grenouille, en fait, ça représente la tâche la plus hardcore de votre journée, et tous les jours, quand vous vous levez, eh bien, vous n'allez pas essayer de commencer à faire les petites tâches inutiles et superficielles. Vous allez identifier cette grosse grenouille, ce gros crapaud dégueulasse, et vous allez l'avaler. Ça veut dire que vous allez commencer par la tâche la plus difficile. Quand on fait de la pratique délibérée, on a tendance à dire qu'il faut choisir un objectif qui est juste au-dessus de vos capacités actuelles. Lorsque vous pratiquez profondément, les règles habituelles du monde sont suspendues. Vous êtes dans une sorte de flow, vous utilisez le temps plus efficacement et vos petits efforts peuvent produire des très grands résultats. Parfois, j'ai accompli le travail d'une semaine en une matinée parce que j'étais tellement concentré en étant un tout petit peu au-dessus de mes capacités que ça m'a permis d'accomplir énormément en très peu de temps. Nous passons maintenant à la deuxième chose qui m'aide à éviter de procrastiner, et c'est de devenir le cavalier de votre cerveau. Le problème, c'est qu'on a tendance à se laisser submerger par les pensées négatives et les émotions, et votre cerveau, c'est comme un cheval et vous êtes le cavalier. Laissez-moi vous expliquer, donc il y a une analogie très pertinente pour expliquer la relation entre les différentes parties de votre cerveau. Donc votre cerveau, c'est comme un cheval et vous êtes le cavalier. Votre cheval, votre cerveau, il est intelligent, il se déplace tout seul, il est capable d'identifier les obstacles, mais il recule devant ce qui lui paraît dangereux ou effrayant. Vous êtes le cavalier et vous êtes là pour le diriger un petit peu plus à gauche, un petit peu plus à droite, et pour le faire avancer sans crainte quand il y a des obstacles qui peuvent faire peur au cheval. Donc votre cheval, c'est votre impulsion naturelle à éviter les tâches difficiles et désagréables, et vous êtes le cavalier et vous devez reprendre le contrôle sur vos actions et votre comportement. Ce qui veut dire que vous devez apprendre à contrôler et à guider votre cheval pour surmonter la procrastination, plutôt que de le laisser vous contrôler. Le conseil numéro 1 pour devenir le cavalier de votre cerveau, c'est de pratiquer la méditation pour apprendre à observer vos pensées sans vous identifier à elles. Quand je me lève à 6 heures, je médite pendant 20 minutes et ça me permet de prendre du recul sur les pensées anxiogènes et à rester concentré sur mes priorités. Si vous n'avez jamais médité, commencez par 5 minutes de méditation chaque matin. En 3 étapes, asseyez-vous dans un endroit calme. Vous avez simplement à fermer les yeux
et à vous concentrer sur votre respiration. Deuxième étape, si votre esprit vagabonde, ramenez doucement votre attention sur votre respiration, c'est pas grave. Ça fait partie de la respiration et on a tendance à croire que quand notre esprit part, eh bien c'est pas bien, on va se blâmer. Mais non, au contraire, c'est génial. Ça veut dire qu'on a pris conscience que notre esprit est parti et donc on le ramène gentiment et on se remercie soi-même d'avoir réussi à prendre conscience que notre esprit est en train de vagabonder. La troisième étape, c'est d'augmenter progressivement la durée jusqu'à atteindre 20 minutes par jour. C'est la durée de méditation que je fais tous les jours depuis 2015 et c'est ce que je vous recommande de faire. Quand vous méditez, c'est un peu étrange, mais vous apprenez à observer vos pensées sans jugement. La métaphore que j'aime bien utiliser, c'est lorsque une idée arrive, vous imaginez que c'est comme un nuage noir qui traverse le ciel dans votre esprit et vous imaginez que vous avez un ciel bleu là-haut et donc vous essayez de nettoyer le ciel et de laisser passer les pensées comme des nuages. Donc ne cherchez pas à le retenir ou à le repousser, mais contentez-vous de l'observer sans jugement. Vous êtes un peu comme un observateur qui regarde votre pensée et votre corps à la troisième personne. Vous n'êtes pas vos pensées, mais vous êtes celui qui l'observe. Le deuxième conseil, c'est de questionner vos croyances limitantes. Vous pouvez questionner leur validité pour les remplacer par des croyances qui sont plus constructives. Par exemple, l'autre jour, j'ai eu la chance de faire un repas avec un entrepreneur qui est multimillionnaire et qui est ultra intéressant. On parlait des civils, donc les gens qui n'ont pas de business, versus les entrepreneurs qui ont un peu de succès. Et on disait que les entrepreneurs, ils remettent absolument tout en question. Et par exemple, il m'expliquait qu'il remettait en cause toute l'éducation, tout le système éducatif. Et il essayait donc de lire différents livres pour récupérer plein d'idées dans tous les sens et pour se créer des nouvelles croyances. Dans un premier temps, il va élargir sa manière de penser. Et ensuite, une fois qu'il a toute cette base de connaissances, il va rezoomer et il va se créer de nouvelles croyances qui sont propres à lui-même et qui lui correspondent. Par exemple, pour cet entrepreneur-là, il expliquait qu'il était en train de lire un livre sur l'histoire de Laszlo Polgár. Laszlo Polgár, c'est un Hongrois, et il croyait fermement au travail acharné. Et en fait, il rejetait complètement l'idée qu'on est avec un talent. Et il a affirmé qu'avec une pratique délibérée, justement, ce dont on parlait, qu'un enfant pouvait devenir un génie pour n'importe quel domaine. Et son mantra, c'était qu'un génie ne naît pas, mais il est éduqué et formé. Laszlo, il croyait tellement fort à cette idée qu'il a décidé de tester ça avec ses propres enfants. Il a décidé que ce serait les échecs le domaine le plus approprié pour son expérience. Et il a élaboré un plan pour élever ses enfants à devenir des prodiges des échecs. Il a éduqué ses enfants à la maison, donc c'était très très rare en Hongrie à l'époque parce que c'était en 1965. Et les enfants, ils jouaient tout le temps les uns contre les autres et ils participaient à tous les tournois d'échecs qu'ils pouvaient trouver. Laszlo, il a eu 3 enfants. C'était Suzanne, Sofia et Judith. Suzanne, l'aînée, a joué aux échecs à l'âge de 4 ans et en 6 mois, elle battait les adultes. Sofia, c'était l'enfant du milieu, elle a fait encore mieux. À 14 ans, elle était championne du monde et quelques années plus tard, elle est devenue grand maître. Et Judith, la plus jeune, c'était la meilleure de toutes. À 5 ans, elle pouvait battre son papa. À 12 ans, elle était la plus jeune joueuse jamais répertoriée parmi les 100 meilleures joueuses d'échecs au monde. À 15 ans et 4 mois, elle est devenue la plus jeune grande maître de tous les temps, plus jeune que Bobby Fischer, l'ancien détenteur du record. Et pendant 27 ans, elle a été la joueuse d'échecs féminine numéro 1 au monde. Alors vous pourriez me dire que c'est pas une bonne manière d'éduquer des enfants, et pourtant si vous les interrogiez à ce sujet, elles prétendaient que leur style de vie était trop bien, que c'était la meilleure enfance qu'elles pouvaient avoir. D'ailleurs, un soir, Laszlo, dans sa maison, il a entendu du bruit, et il a décidé d'aller voir ce qui se passait, et il a trouvé Sofia qui était en train de jouer aux échecs dans la salle de bain en plein milieu de la nuit, et il lui a dit « Mais Sofia, il faut que tu ailles te coucher ». Et elle a répondu qu'elle avait vraiment envie de jouer aux échecs et qu'elle rêvait de ça et qu'elle avait envie de les jouer. Pour revenir à mon ami entrepreneur, il est en train de lire ce livre-là et d'essayer de réfléchir à une manière d'appliquer ça avec ses enfants. Bonne manière de remettre en question vos croyances, c'est de lister tous les domaines de votre vie où vous vous sentez bloqué ou insatisfait. Pour chaque croyance, vous cherchez des preuves de sa validité ou de sa non-validité. Donc, c'est le moment où vous allez lire plein de livres, d'articles, de recherches, poser des questions pour essayer de dézoomer et vous faire votre propre avis. Ensuite, vous vous demandez, est-ce que cette croyance, elle est vraiment vraie? Et quelles expériences peuvent prouver le contraire? Puis ensuite, vous vous forgez vos propres idées et vous rezoomez. Et donc après, vous avez détruit vos croyances limitantes et vous les avez remplacées par des nouvelles. Le troisième conseil pour devenir le cavalier de votre cerveau, c'est d'utiliser des affirmations positives pour reprogrammer votre cerveau. Et pour moi, ça fonctionne super bien. Tous les matins, quand je me lève, j'ai téléchargé une dizaine de fichiers audio. Dès que je me lève, quand je prends ma douche, eh bien, j'écoute ça. Et ça me permet de reprogrammer mon cerveau sur différents sujets, que ce soit sur la richesse, sur la réussite, sur le sport, sur les relations, sur tous les sujets qui sont importants dans ma vie. D'ailleurs, j'ai aussi pris le temps d'enregistrer un fichier audio où c'est ma propre voix
où j'enregistre des affirmations positives sur toutes les choses qui sont les plus importantes et que j'arrivais pas justement à trouver en fichier audio sur YouTube. Et quand on est dans des difficultés, quand on a tendance à se monter la tête, à avoir plein d'idées négatives, c'est une citation de Sénèque que j'adore qui dit « La vie, ce n'est pas attendre que les orages passent, c'est apprendre à danser sous la pluie ». Et les affirmations positives, c'est une des meilleures manières pour justement faire passer les orages et pour apprendre à danser sous la pluie parce que vous remplacez toutes les pensées négatives par des nouvelles choses qui sont positives et pour certaines personnes, c'est vraiment très efficace. Mark Manson, c'est un gourou du développement personnel. Il dit, c'est pas parce que vous allez répéter dans la glace en vous regardant tous les matins, je suis confiant, je suis confiant, je suis confiant, que vous allez devenir confiant. Mais moi, je suis pas d'accord avec lui. Je le fais pas personnellement en me regardant dans la glace, mais je trouve que c'est super efficace de se répéter ce genre de choses. Ça reprogramme complètement mon cerveau. Peut-être que pour certaines personnes, ça fonctionne pas. Mais pour moi, en tout cas, ça fonctionne, donc je veux pas m'en priver. Et j'en ai parlé avec pas mal d'entrepreneurs et ça fonctionne vraiment bien, c'est vraiment très efficace. En 2 étapes très simples, vous pouvez vous créer une liste d'affirmations positives qui sont adaptées à vos objectifs et vous pouvez le faire pour chaque domaine de votre vie où vous souhaitez vous améliorer. Vous formulez 2 ou 3 affirmations qui sont encourageantes, par exemple la carrière, l'argent, les relations et la santé. Ça pourrait être les piliers de votre vie pour atteindre le bonheur. Ensuite, faites bien attention que ces affirmations soient formulées au présent et vous fassent ressentir des émotions positives. Par exemple, je suis capable de relever tous les défis. Ça peut sembler un peu ringard, mais essayez, puis vous verrez bien. Peut-être que ça fonctionnera, peut-être que ça ne fonctionnera pas. Allez sur YouTube, tapez affirmations positives et répétez ces affirmations positives à voix haute. Quand vous les prononcez, faites bien attention de le faire avec conviction et visualisez-vous en train de les vivre pleinement et ressentez les émotions positives que ça génère en vous. Et si vous ne pouvez pas les répéter à voix haute, eh bien, répétez-les dans votre tête. Et enfin, la troisième chose qui m'aide à éviter de procrastiner, c'est ce que j'appelle le piège du randonneur le plus lent. Et on parle de piège. Et le fait d'éviter les erreurs est une des meilleures manières pour réussir. Il y a Warren Buffett qui a dit « Je veux savoir où je vais mourir pour être sûr de ne jamais y aller ». Et la leçon à retenir, c'est que éviter les erreurs les plus catastrophiques est l'une des meilleures stratégies pour gagner. Ça signifie supprimer toutes les choses qui n'ont pas de valeur ajoutée. Le problème, c'est qu'on a tendance à vouloir tout faire rapidement, ce qui entraîne des erreurs et de s'épuiser inutilement. Et quand je parle du randonneur le plus lent, eh bien, je fais référence au livre The Goal de Alex Rogo, c'est l'auteur qui a fait une métaphore avec des randonneurs pour expliquer ce qui peut ralentir un business. Il explique que pendant une randonnée avec des enfants, il y avait des randonneurs qui étaient très lents et d'autres très rapides. Le problème, c'est que c'était déséquilibré et que le groupe commençait à se disperser sur plusieurs centaines de mètres, avec le premier qui était super loin devant et le dernier qui était super loin derrière. Ça commençait à s'étirer, à s'étirer, à s'étirer. Et lui, il voulait que le groupe reste solide, reste ensemble. Alors, Alex a proposé une nouvelle organisation. Il a dit, on va organiser le groupe du plus lent au plus rapide. Donc le plus lent, il était tout devant et le plus rapide, il était tout derrière. L'avantage, c'est que tout le groupe restait ensemble, il se déplaçait comme ça. Donc c'était très bien, il avait réussi la première étape, c'est déjà le groupe n'était pas dispersé sur des centaines de mètres. Mais il était encore confronté à un problème. L'enfant, il s'appelle Herbie, et ce premier enfant, il ralentissait tout le reste du groupe. Mince, comment est-ce que je vais faire pour faire accélérer le groupe? Maintenant qu'on a réussi à les rassembler, le groupe est beaucoup plus lent, ça m'embête. Alors il a trouvé une solution, c'est de tout faire pour aider Herbie à aller plus rapidement. Quitte à lui donner son bâton de marche, à l'aider à porter son sac à dos, il a un problème, il galère, on va pas le laisser comme ça, il faut lui filer un coup de main. On va lui donner toutes les clés, tout ce qu'on peut pour pouvoir le débloquer. Et une fois qu'on a débloqué le premier enfant, si le deuxième, il est ralenti aussi, eh bien on fera la même chose, etc. Et ainsi de suite. Et c'est pareil pour le business. L'idée, c'est d'identifier le randonneur le plus lent et de tout mettre en place pour qu'il puisse accélérer le pas. Cet enfant, Herbie, c'est une analogie pour parler du goulot d'étranglement, ce qui nous emmène au conseil numéro 1 pour éviter le piège du randonneur le plus lent, c'est d'identifier justement Herbie, notre goulot d'étranglement qui limite votre productivité, et de se concentrer sur le fait de retirer tout ce qui va ralentir cet enfant. La bonne question à se poser, c'est quels sont les obstacles qui m'empêchent d'accomplir cette tâche? Pour Herbie, c'était le sac à dos et les bâtons. Pour vous, s'il y a quelque chose qui vous ralentit, qui vous bloque, il faut prendre cet obstacle et tout faire pour essayer de le supprimer. Donc d'abord, vous allez faire la liste des obstacles, puis vous allez prioriser, et vous allez vous demander quel est l'obstacle qui, s'il était éliminé, ferait disparaître la majorité des autres obstacles. Il y a toujours un élément qui bloque et il faut le retirer parce que tout ce qui ralentit la réalisation de cet objectif doit être remis en question. Le deuxième conseil pour éviter le piège du randonneur le plus lent, c'est d'accepter que la perfection n'est pas atteignable et plutôt de viser quelque chose qui est suffisamment bon.
Par exemple, quand j'ai lancé ma première formation pour mon école de musique, c'était une formation guitare. Mais je ne savais pas si ça allait fonctionner. Et donc, pendant des mois et des mois et des mois, j'ai procrastiné, ça me gavait. Je savais que je devais le faire. Je savais que c'était l'étape numéro 1 à faire. Et donc, j'ai réalisé qu'attendre de faire un produit parfait, ça me faisait perdre plein d'opportunités. Et de toute façon, ce n'était pas possible. On ne peut pas réaliser un premier produit parfait quand on n'en a jamais réalisé avant. Il faut pratiquer. Je perdais du temps. Et donc, il fallait que j'accepte que mon produit n'allait pas être parfait. Il fallait que je crée ce qu'on appelle un MVP, un Minimum Viable Product. Et en faisant un MVP qui est suffisamment bon, j'ai pu tester mon idée plus rapidement et j'ai pu l'améliorer en fonction des retours clients. Bon, il se trouve que mon premier produit, il a eu 2 clients, dont mon cousin, donc c'était pas un grand succès. Mais ça m'a permis de tester mon idée et si j'avais décidé de faire le produit parfait, j'aurais pu encore passer des mois ou des années. Et finalement, j'avais pas créé le produit en entier, j'avais fait juste une version simplifiée, donc ça m'a pas fait perdre tant que ça. Et puis, ça m'a permis de pratiquer la création de formation. On parle de créer quelque chose qui n'est pas parfait. Il y a un principe qui est très intéressant qui s'appelle le principe du 20-80 et la loi du 20-80 ou ce qu'on appelle également la loi de Pareto. Selon Wikipédia, c'est une observation selon laquelle environ 80% des effets sont produits par seulement 20% des causes. Et ça fonctionne dans tous les domaines. Quand vous avez une tâche énorme à faire, n'essayez pas de la faire 100% parfaite parce que c'est ça qui vous fait procrastiner. Alors que si vous vous dites, ok, je vais faire le plus important, je vais faire le 20-80, je vais identifier ce qui est le plus important et je vais supprimer le reste et ça sera beaucoup plus simple pour ne pas procrastiner parce que vous savez que vous vous concentrez sur les choses les plus importantes. La loi de Pareto, elle s'applique même à Warren Buffett. Warren Buffett, il dit que c'est impossible de faire des centaines de bonnes décisions en investissement. Donc, il a décidé d'investir 90% de sa richesse sur seulement 10 investissements. Ce que vous ne faites pas, c'est aussi important que ce que vous faites. Si on essaye de créer une formation, le 20-80, c'est numéro 1, d'avoir un avatar, numéro 2, d'avoir un problème et numéro 3, d'avoir une solution. Si on a ces 3 éléments-là, on peut créer un MVP. Si vous avez une tâche sur laquelle vous procrastinez encore et encore, sélectionnez les 20% des tâches qui vont apporter 80% de la valeur. Nous arrivons sur la section librairie dans laquelle je vais vous recommander un livre qui s'appelle Eat the Frog de Brian Tracy. En français, ce livre s'appelle Avaler le crapaud. Et le concept du livre est très simple, c'est 21 méthodes pour vaincre la procrastination et accomplir davantage en moins de temps. Si je vais vous présenter les 3 leçons, les 3 méthodes qui m'ont le plus marqué. Première leçon que j'ai tirée, c'est de planifier la veille au soir. Et ici, l'auteur recommande de prendre 10 à 15 minutes pour planifier chaque soir la journée du lendemain. Comme ça, on commence sa journée, on n'a pas besoin de prendre des décisions, on sait exactement sur quoi se poser et sur quoi se concentrer. La deuxième leçon, c'est la loi de Pareto dont on a parlé, c'est le 80-20, c'est de se concentrer sur les choses les plus essentielles. Et la troisième leçon, c'est de commencer par une grosse grenouille rapide à avaler, c'est la tâche importante, mais qui est réalisable en moins d'1 heure environ. C'est-à-dire que vous allez prendre la tâche qui vous fait le plus peur, qui vous avez le moins envie de faire, et vous allez commencer par ça, vous allez prendre ce crapaud et vous allez l'avaler. Je recommande ce livre, premièrement, aux personnes qui ont du mal à prioriser et qui passent trop de temps sur les tâches secondaires. Et deuxièmement, je le recommande à toutes les personnes qui ont tendance à procrastiner sur les tâches les plus importantes, mais qui sont difficiles et désagréables. Dernier conseil que j'avais trouvé malin, c'est la méthode du saucisson. Tracy compare les gros projets qui font peur à un énorme saucisson. Et bien sûr, c'est impossible à manger en une bouchée, sinon vous allez faire une gorge profonde et vous allez vous étouffer. C'est que j'ai donc de couper le projet en petites rondelles, en sous-tâches qui sont plus digestes comme un saucisson, et de manger ces petites rondelles une par une méthodiquement. Donc mangez votre saucisson rondelle par rondelle. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez pu en tirer un maximum de valeur. Parfois, lorsque vous consommez beaucoup d'informations et de podcasts, vous loupez des pépites. Mais bonne nouvelle, j'ai créé un document qui rassemble toutes les ressources et les livres de cette émission que vous pouvez télécharger gratuitement. Pour le recevoir, cliquez simplement sur le premier lien dans la description et entrez simplement votre adresse email pour que je vous envoie ça maintenant. C'est sur le premier lien dans la description et c'est la fin de cet épisode. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode du podcast Le Tunnel. Et n'oubliez pas que réussir, c'est aussi être heureux. À la semaine prochaine, c'était Tony. Ciao!